Le retour sur la Lune. On en a longtemps rêvé, mais ça y est, il est enfin à portée de main, et avec lui une nouvelle épopée splendide qui attend ces nouveaux explorateurs du XXIe siècle, se lançant à corps perdu vers l'infini de l'univers qui leur tend les bras, tel le phénix de la vie qui... En fait, il faut que j'arrête d'écrire des vidéos quand je suis pas dans mon état normal, moi. T'as pris les champignons, c'est ça? Non, mais je crois que ça m'a rendu un petit peu rêveur parce qu'entre les retombées scientifiques et technologiques d'Artémis, on a quand même de quoi s'amuser, on va pas se mentir. Non, parce que les images de la Lune, vous les avez vues les images de la Lune? Et celles de la capsule alors? Il faudra parler des images prises de la capsule. Et celles des panneaux solaires alors? Et la séparation du second étage? Et la... On lui dit ou pas? Non mais laisse, il va bien finir par lire les commentaires. Hein. Ah bah tiens, justement, j'en ai un de commentaire. On tient un truc là. Générique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle dose d'espace. Bon, vous l'aurez remarqué, cet épisode-ci est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais bon, c'est la 100e dose d'espace et ça se fête. Sans compter que cet épisode-ci va être un peu dur. Pour mes nerfs. Bon, vous l'aurez vu en introduction, mais aujourd'hui on va parler de certaines théories autour d'Artémis et d'Apollo. Je tiens à le préciser directement, mais si vous êtes tombé sur cette vidéo en vous posant vous-même des questions ou en doutant de la version officielle, vous êtes plus que les bienvenus. L'objectif de cette vidéo est en effet de répondre à certaines questions, comme les ceintures de Van Allen, l'absence d'étoiles dans certaines images, des différences de température et bien d'autres, de façon claire, calme et concise. Je le répète donc, il n'y a donc aucune volonté d'agresser qui que ce soit, mais simplement d'exposer des faits, calmement et pédagogiquement. L'objectif est aussi de montrer que, même si ceux qui avancent des arguments comme quoi les missions Artemis ou Apollo sont fake, sont peut-être de très bonne volonté, ils montrent aussi malheureusement souvent une méconnaissance totale du sujet, en passant à côté de faits qui sont pourtant évidents. Alors qu'en fait, que l'on parle d'écart de température d'étoiles ou de ceinture de Van Allen, les explications sont en réalité plutôt simples, et certains vont même jusqu'à confondre des artefacts de compression avec des preuves de fake. Ce qui m'amène au premier sujet pour lequel je compte utiliser une vidéo anglophone. L'objectif dans cette vidéo est de montrer qu'Artémis est un fake en utilisant cette image et les artefacts qui apparaissent. Alors, je vous propose d'aller chercher la même image sur le Flickr de la NASA. On peut crier au fake, mais sachez que le fichier que je vais utiliser comme exemple a été téléchargé 2 jours après la publication de cette vidéo, ce qui, vu son faible nombre de vues, rend peu probable qu'elle ait été modifiée entre deux. Surtout qu'on ne peut pas modifier une image mise en ligne sur Flickr, mais ça ce n'est pas vraiment un argument, donc bref. Alors on va faire plus ou moins la même chose, à savoir surexposer l'image, et rien. Bon, mais les artefacts du coup, ils sont vrais ou pas? On va creuser ça. Si on regarde la vidéo, on remarque 2 choses. Premièrement, l'image est compressée en JPEG, comme la mienne, mais elle fait environ 500 par 750 pixels, contre 4000 par 3000 à peu près pour l'original. Alors on va faire pareil, on réduit sa taille, on augmente la luminosité, et voilà. Bon là clairement il y a des artefacts, mais alors d'où viennent-ils? Eh bien il y a 2 options. Soit cette image est une capture d'écran d'un direct de la NASA, et la photo que je montrais là tantôt a été prise plus ou moins au même moment, soit l'auteur a redimensionné l'image, sans le dire à personne. Dans les 2 cas, l'image a été compressée plus qu'à l'extrême. Dans le cas des directs de la NASA, le faible débit que le Deep Space Network, le réseau utilisé pour communiquer avec la capsule, et qui aurait besoin d'un fameux coup de jeune, d'ailleurs il aura quelques améliorations, oblige à compresser le flux vidéo au maximum, créant justement ce genre d'artefact. Vidéo qui est ensuite compressée par YouTube et l'outil de capture d'écran, mais bref. À titre d'exemple, je vais ici prendre une photo de la Lune prise par mes soins et qui a l'avantage d'avoir une résolution similaire de plus ou moins 4500 par 4500 pixels. Je l'ouvre dans Paint, logiciel hautement professionnel, je la redimensionne, je la surexpose et les mêmes artefacts apparaissent.
Ah mais quand on n'a pas de technique, faut y aller à la zob. Ouais, c'est pas faux. Et ce n'est pas le pire au fond. Par exemple, un autre point qui revient assez régulièrement, c'est que la capsule Orion était blindée de capteurs pour connaître les conditions auxquelles seraient exposés les astronautes. Sauf que c'est de la merde. Tu peux développer? Il y a rien à développer, c'est juste que C'est de la merde! Orion, il faut bien le comprendre, c'est une toute nouvelle capsule. Dès lors, et même si on a déjà une assez bonne idée à l'avance, c'est assez logique de s'assurer qu'elle protège bien les astronautes des radiations. Et que de façon générale, tout soit optimal avant d'y coller des humains. Parce qu'un astronaute qui chope un syndrome d'irradiation aiguë, c'est pas joli, hein, c'est même dangereux pour la santé, hein, faut le savoir. Voilà, c'est vérifiable, c'est parfaitement démontré. Hein, voilà. Moi je le dis dans mon livre, hein, voilà. Le livre de science, hein, parce que les complotistes, ils n'ont pas le logos nécessaire. Un collégien qui a bien appris sa leçon est plus calé qu'eux. Hein, voilà. Ça, il faut le savoir. Ça c'est des choses qui sont importantes. Hein, voilà. Et puis, de toute façon, on savait déjà à quelles conditions s'attendre. Les mannequins servent juste à se faire une idée globale sur l'accélération précise ressentie au décollage. Des conditions qui sont rencontrées lors du voyage, que ce soit autour de la Lune, en passant à travers les ceintures de Van Allen, en allant dans une autre galaxie, enfin bref, tout un tas d'activités normales qu'un astronaute peut faire. Et puis, il y a le sujet des ceintures de Van Allen, mais il va justement être temps de parler de ce qu'il y a dans ces ceintures. Titre. Pour la piqûre de rappel, les ceintures de Van Allen sont basiquement des ceintures de particules énergétiques issues du vent solaire et qui se retrouvent piégées en ceinture autour de la Terre par le champ magnétique. En période de forte activité solaire, comme lorsque le vent dégagé lors d'une éruption atteint la Terre, ces ceintures deviennent alors des zones où les radiations sont assez fortes et potentiellement dangereuses. Pas obligatoirement mortellement dangereuse, mais pas nécessairement sympathique pour la santé non plus. Et tout ceci va dépendre, en fait, de la force de l'éruption solaire. Et il faut aussi noter que ces particules ne sont pas de la lumière. On parle, surtout, de protons et de neutrons qui vont mettre environ 3 jours à atteindre la Terre et qui vont y rester quelques heures en général. Retenez bien ça. Lors d'Apollo 11, l'équipage traversa les ceintures de Van Allen en 3 heures et fut exposé à des radiations de 0,00 degrés, l'unité de mesure des radiations reçues utilisée à l'époque, alors que la moyenne par jour était de 0,013 et qu'ils en ont reçu 0,06 en tout pour Apollo 11. Là où ça devient drôle, c'est que la dose nocive se trouve entre 1 et 2 degrés et devient mortelle entre 2 et 10. Vous voyez le problème de la théorie disant qu'on ne peut pas les traverser? Anecdote amusante, ces ceintures de Van Allen représentent aussi un bouclier assez impénétrable pour les particules les plus énergétiques, leur évitant ainsi d'atteindre la Terre, mais on en reparlera une autre fois. Et ajoutez encore à ça les délais entre l'envoi des particules et leur arrivée laissant le temps de planifier pour éviter de traverser les ceintures lors des pics de radiation, mais bref. Un autre argument sur lequel je tenais à revenir, c'est celui des températures qui étaient trop extrêmes pour le matériel de l'époque. Avec des températures allant de plus 130 à moins 180, impossible d'imaginer que ne serait-ce que les caméras aient survécu. Sauf que là aussi, c'est un argument mais alors là, très trompeur. Oui, les températures sur la Lune oscillent entre plus 130 sur la face jour et moins 180 la nuit. Mais il faut noter que ces températures sont des maximales, le plus chaud étant atteint en fin de journée et le plus froid en fin de nuit. Or, quand les missions Apollo se sont posées sur notre satellite, c'était toujours dans des zones éclairées depuis 2 jours environ. C'est idiot, mais quand les astronautes ont mis le pied sur la Lune, les températures étaient en moyenne entre moins 23 et plus 7 degrés. C'était des conditions plus que supportables, vous vous en doutez, et des conditions que beaucoup d'humains ont encaissées avant même l'apparition des vêtements, sans pour autant passer l'arme à gauche. Alors bien sûr, avec Artemis, des séjours plus longs et l'exploration du pôle sud lunaire, ça va demander des équipements plus adaptés et de meilleures protections thermiques, et j'en passe. Mais encore une fois, ça reste entièrement possible, et avec des technologies qui étaient plus que matures, même dans les années 60. Sur ce, je vous propose de nous quitter ici pour aujourd'hui. Et les étoiles? Bah quoi, les étoiles? Tu comptes en parler ou pas? Tu précises?
C'est le simple fait que pour Artemis comme pour Apollo, on crie tout le temps au fake partout parce qu'on n'y voit pas d'étoiles. Alors qu'il suffit juste de cramer certaines images ou alors de chercher un peu pour en trouver. Parce que bon, entre photographier la Lune qui est hyper brillante et des étoiles qui sont hyper faibles, bah t'as aucun appareil photo qui peut gérer de tels extrêmes, même pas l'œil humain. Bah regardez un peu des photos amateurs, ou alors vous-même, essayez de photographier la Lune avec votre smartphone et réglez un peu les réglages pour qu'on voit les détails sur la surface. Bah vous verrez aucune étoile à côté, hein, parce que pour choper des détails de la surface de la Lune, bah vous devez collecter des dizaines de fois moins de lumière que pour les autres étoiles. Si vous essayez de photographier la Lune avec un appareil photo ou alors avec un télescope, bah bon, à part aussi peut-être Mars, Jupiter ou Vénus ou des étoiles hyper brillantes, bah franchement, vous verrez aucune étoile. Vous pouvez tenter l'expérience, allez-y, hein, vous allez voir, vous verrez aucune étoile. Sauf peut-être si vous le faites au milieu d'une voie ferrée. Ou que je m'énerve et que je colle des tartes dans le museau de ceux qui prétendent détenir la vérité absolue, alors qu'en fait ils cherchent juste à se faire du pognon et qu'ils n'y comprennent rien. Tu me laisses un peu? Ça va être dur là. Titre. Bref, en résumé, les arguments disant qu'on n'a pas été sur la Lune ou que les missions Apollo ou Artemis sont fake sont parfois de bonne volonté, mais ils sont aussi toujours totalement foireux et reposent sur du vent. Comme l'argument du drapeau qui bouge alors qu'en fait les astronautes l'ont simplement pas mal secoué en le plaçant, qu'il est resté pas mal froissé grâce à la faible gravité lunaire, et qu'il y a aussi eu des jeux d'ombre donnant parfois une impression de mouvement totalement erroné. Par exemple, si on compare ces deux photos prises à des heures différentes, on peut avoir l'impression que le drapeau a bougé, alors qu'en fait, pas du tout, c'est simplement une question de jeux d'ombre différents. Regardez attentivement les plis, et vous verrez qu'ils sont au même endroit. Bon, il y a encore d'autres théories, bien sûr, mais en général, c'est toujours le même schéma. On part d'un fait mal compris ou mal connu, ou les deux, on l'amplifie sans chercher à comprendre, et on le partage en prétendant détenir une vérité absolue. Certains le font par bonne volonté, d'autres dans leurs intérêts, mais dans tous les cas, il est important de ne pas tomber dans le « c'est inexpliqué, donc c'est fake », alors qu'en fait, les explications sont souvent assez facilement trouvables, et ne nécessitent pas du tout des années de recherche pour être comprises. Le fait est que certaines de ces explications qui peuvent paraître plus simples sont parfois séduisantes, mais le problème c'est que derrière, c'est littéralement du vide. Pour terminer, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je ferai de mon mieux pour y répondre, tant que ce ne sont pas des insultes gratuites ou du complotisme de fond de tiroir. Quant à moi, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode, qui était l'occasion de fêter à la fois les 5 ans de la chaîne et la 100e dose d'espace vous aura plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le liker, commenter et partager. Je ne sais pas encore si des épisodes comme celui-ci seront courants ou pas, mais si le format vous plaît, je vais étudier la question. Je tiens aussi à remercier Le Petit Astronome et 12 Parsec pour leur participation plus qu'essentielle à cet épisode. C'est toujours un plaisir de faire un truc avec vous. D'ailleurs, si vous ne les connaissez pas encore, ce qui serait surprenant, allez vous abonner, les liens seront en description. Enfin, je trouvais aussi que faire ce petit point était important, car on entend beaucoup de choses assez erronées, alors qu'en réalité, oui, on a été sur la Lune. Par contre, la Terre est creuse. Quoi? Allez, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.